Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Smart Patrimoine, un numéro spécial, numéro de rentrée. Au sommaire, on démarre avec la thématique, on va s'intéresser aux ETF, Exchange Traded Fund, enfin tracker. Est-ce qu'il faut en faire? Eh bien oui, mais comment en faire quand on est conseiller en gestion de patrimoine? Ce sera dans thématique. Dans les enjeux, on va s'intéresser au marché de la pierre papier, les SCPI. Quelles sont les tendances de rentrée? Faut-il investir sur les anciennes ou sur les modernes? Réponse dans un instant avec nos experts. Et enfin, on terminera avec l'œil de l'expert. Connaissez-vous la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus? Elle vous concerne si vous versez des dividendes, des plus-values. Alors attention, on saura tout dans un instant. Smart Patrimoine, c'est parti. Et dans Smart Patrimoine, tout de suite, on s'intéresse aux ETF, les trackers, Exchange Traded Fund. En tout cas, tout le monde en parle, tout le monde a envie d'en faire. Les particuliers, bien évidemment, et surtout peut-être les clients des conseillers en gestion de patrimoine. Alors, pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine devraient s'y intéresser? C'est la question qu'on va poser et il y a peut-être une solution pour vous, messieurs et mesdames, les CGP. Gauthier M, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur du développement d'Alteis by Yomoni. On va devoir s'habituer à cette nouvelle marque, Alteis by Yomoni. Qu'est-ce que c'est exactement? Alteis, c'est d'abord une société de gestion. C'est une société de gestion qui bénéficie d'un track record de 10 ans à travers une marque qui, pour le coup, est bien connue du grand public. Cette marque, c'est Yomoni. Oui. C'est le leader de la gestion ETF déclinée sous forme de mandat. Ouais. Bon, Yomoni, c'est connu. On est quoi, 2 milliards On n'est pas très loin des 2 milliards 80 000 clients. En tout cas, vous avez transformé l'essai, on peut le dire maintenant, en 10 ans. Il faut dire que ça a eu un peu de peine à démarrer. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une explosion après, à partir notamment des années Covid, avec cette vague des ETF. C'est vrai qu'il est sur toutes les lèvres désormais. On sait que c'est intéressant parce que c'est facile à comprendre. On trace un indice, c'est assez simple. Les frais aussi sont réduits et ça séduit de plus en plus de gens. Les conseillers en gestion de patrimoine sont intéressés également par cette solution. Et oui, quelle consécration, parce qu'en dehors de ce bilan que vous venez de faire, on a des multifamily office qui sont venus toquer à notre porte, oui, il y a quelques mois de ça, pour savoir comment on pourrait créer ensemble une espèce de triptyque, c'est-à-dire adresser des solutions à travers une plateforme d'investissement et puis servir aussi d'interface administrative, parce que le monde des ETF, c'est à la fois simple. On duplique un indice action, obligataire, des matières premières, des planètes de devises, vous l'avez dit. Mais en même temps, c'est une science à part. Et donc, qui de mieux pour adresser cette offre auprès des professionnels de la gestion de patrimoine que Yomoni? Alors justement, donc Alteis, la société de gestion de Yomoni, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors concrètement, c'est d'abord une offre qu'on a designée avec ces professionnels de la gestion de patrimoine. Donc, c'est pas quelque chose qui tombe un petit peu du ciel. C'est un vrai effort de co-construction. De quoi ils avaient besoin, ces CGPI et ces MFO? C'est d'une offre structurée, à la fois bancaire, compte titre et PEA, rare sur le marché. Une offre qu'on peut aussi décliner en assurance vie. Alors, on bénéficie chez Yomoni aussi d'un partenariat stratégique avec Suravenir, qui a un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui distribue des contrats à travers Viplus. Et Yomoni est référencé dans Viplus, donc assez pratique. On va pouvoir onboarder cette offre directement à travers leur contrat d'assurance vie. Et pour ceux qui ne sont pas partenaires ou qui ne sont pas encore partenaires sur Avenir, on a cette offre bancaire de PEA et de compte titre qui permet d'adresser du mandat ETF. D'accord. Combien de TF on a à disposition aujourd'hui? Il y a beaucoup d'ETF. La question, c'est séparer le bon grain de livret. Tous ne traquent pas correctement leur indice, tous ne coûtent pas non plus le même prix. Donc, toute la science d'une société de gestion comme Yomoni, c'est de sélectionner, c'est de faire du stock picking des meilleurs ETF, de les agréger pour en faire des mandats. D'accord. Ce qu'il y a de singulier dans l'offre qu'on propose à ces CGPI et à ces MFO, c'est qu'il y a une offre core, donc une colonne vertébrale autour de mandats, quelque chose qu'ils sont habitués à distribuer auprès de leurs clients, mandat équilibré, mandat dynamique. Et on va pouvoir plugger à partir d'un certain montant des ETF thématiques, blockchain, crypto, défense, intelligence artificielle, autour de cette colonne vertébrale du mandat. D'accord, donc tronc commun à partir du minimum jusqu'à quoi? À partir de quelques milliers d'euros dans l'assurance vie, à partir de 100 000 euros dans le compte titre et dans le PEA, et à partir d'1 million d'euros pour la gestion discrétionnaire. Très bien. Et à ce moment-là, on a accès, c'est vrai, à l'ensemble On de cette compose son stratégie. allocation, ce qui permet aussi au multifamily office de pouvoir facturer des honoraires et au CGPI de pouvoir avoir des rétrocommissions, ce qui est
c'est pas juste un détail, hein, c'est le point un peu cardinal aussi de la distribution de l'eau. Mais tout à fait, parce que j'allais vous le dire, Gauthier M, c'est vrai que quand on pense tracker par rapport aux fonds traditionnels, les fonds, il y a à 2-3% de gestion, on peut partager, on a cette rétrocommission qui est intéressante. Les trackers, on est à 20 points, 30 points de base, et c'est ce qui est intéressant, parce que sur une dizaine d'années, et vous faites souvent des simulations sur votre site, c'est vrai que ça fait une sacrée différence pour en plus des résultats, il faut bien le dire, c'est dur de battre l'indice, hein. Je crois que c'est pratiquement que les meilleurs gérants qui arrivent sur une longue période. Comment on arrive à partager finalement cet écart qui est très faible? Bah, toute l'astuce, c'est d'abord de leur permettre de facturer des droits d'entrée, ce qui est une possibilité. 100% des droits d'entrée jusqu'à 4%, mais c'est pour eux. On ne touche pas de rétro sur ces droits d'entrée. C'est ensuite de décliner ces ETF sous forme de mandat, ce qui va nous permettre de pouvoir donner tout simplement la moitié de ce qu'on perçoit au titre de ces mandats. Donc il y a de la rétrocommission. Alors certes, elle est moins importante que sur la gestion active, mais elle a le mérite d'exister. Et ce qu'on a fait en construisant cette offre, c'est consulter ces CGPI qui nous ont dit que ça fonctionnait alors dans leur business model. Et pour les MFO, la possibilité évidemment pour eux, comme ils font classiquement, de pouvoir facturer des honoraires puisqu'ils vont jouer avec la location d'actifs et composer en tailor-made l'offre dédiée à leurs clients. Ouais, d'ailleurs, il y a souvent une opposition de style, gestion active, gestion passive. Vous-même, comment vous voyez justement l'avenir de la gestion patrimoniale? Il va y avoir de plus en plus d'ETF dans les patrimoines des Français? Oui, et puis après, il faut aussi un peu raison garder. Les montants en jeu ne sont pas exactement les mêmes. En termes de croissance, par contre, il y a une vraie déferlante des ETF depuis maintenant des années. Mais les encours sont très majoritairement positionnés sur de la gestion active. Moi, je n'oppose pas les deux sujets. Je pense qu'aujourd'hui, ces clients de CGPI et de Multifamily Office, de toute façon, et c'est pour ça qu'on est venu nous voir, qu'ils sont venus nous voir, ils posent la question des ETF. La question pour ces professionnels de la gestion de patrimoine, c'est comment adresser le sujet. C'est pas remplacer la gestion active par de la gestion indicielle. C'est de composer une allocation d'actifs qui soit la composante des deux. Très bien. Tiens, il y a même un nouvel hybride, c'est les ETF actifs. Est-ce que vous allez en proposer? Non, c'est pour l'instant pas trop notre sujet. Bon. C'est finalement un peu pervertir la logique ETF. On en fait déjà des mandats, ce qui est déjà un parti pris. On n'adresse pas nos ETF purs sur des plateformes digitales, comme le font certains de nos concurrents. Nous, on les compose sous forme de mandat. C'est déjà une certaine façon de mettre un petit peu de gestion active, mais on ne va pas plus loin. On veut garder la vertu de ces ETF que vous avez décrits, c'est-à-dire les indices. On en parle un petit peu moins, mais on sait que c'est présent pour certaines personnes, évidemment, certains investisseurs. La place de l'ISR, les thématiques ESG, est-ce que c'est pris en compte quand on a une gestion ETF? Oui, alors c'est un peu contraint côté ESG, côté ETF. L'offre est très réduite, donc quand vous voulez diversifier vos ETF, c'est un peu compliqué. On a une gestion qu'on propose à travers Altéis, qui est une gestion impact, accord de Paris, qui va encore plus loin finalement que le cahier des charges ESG. Et c'est un mandat que nous ont demandé certains MFO, un en particulier qui est Erest Family Office, Oui. avec lequel on a construit l'offre, un gros family office de la région lilloise, qui avait besoin notamment pour ses clients d'une gestion impact. Donc il va plus loin que le ESG. Ben voilà, on connaissait bien sûr Yomoni. Il va falloir compter désormais avec la société de gestion, donc Altéis by Yomoni. Gauthier M, on rappelle que vous serez présent à la convention patrimoniale, c'est en fin de mois, 24 et 25 septembre. Tout à fait. Stand H48, on vous donne Voilà, le rendez-vous. petit coup de pub pour savoir, pour découvrir peut-être cette nouvelle offre. En tout cas, ben voilà, amis CGP, MFO, Multifamily Office. Voilà une offre qui n'a pas passé inaperçue. Merci Gauthier AM. Je rappelle que vous êtes directeur du développement d'Altéis by Yomoni. Et à très bientôt dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Dans un instant, la suite, Enjeu Patrimoine. Tout de suite, dans Enjeu Patrimoine, on va s'intéresser aux SCPI, les sociétés civiles de placement dans l'immobilier, avec cette question, quelles sont les tendances de rentrée? Est-ce que c'est le moment de renforcer vos SCPI après 2 années compliquées? Peut-être le rebond, on va en parler avec 2 experts en plateau. On est ravis d'accueillir Guy Marty. Guy Marty, bonjour. Bonjour Fabrice. Le fondateur de pierrepapier.fr, le site de référence sur la pierre papier, donc sur ces SCPI. À vos côtés, Jonathan Diver, bonjour Jonathan. Bonjour Fabrice. Bonjour Le Guy. fondateur, on a 2 fondateurs, meilleurscpi.com, qui commercialise donc des SCPI, les meilleurs donc, mais qui s'intéresse aussi aux data, aux données sur les SCPI avec Rock'n'Data. Voilà, c'est un nom sympa, qui est rock'n'roll pour cette rentrée. Alors, messieurs, on s'intéresse justement à ces SCPI. Où est-ce qu'on en est dans ce climat un petit peu bouleversé de rentrée politique, économique? Est-ce que le SCPI, c'est un placement qu'il faut avoir dans son patrimoine en 2025, Guy Marty?
Il faut évidemment avoir de l'immobilier, donc pourquoi pas des SCPI. Alors, j'aimerais préciser un point qui me paraît important, parce qu'il y a plein de questions aujourd'hui sur oui, mais il y a des SCPI qui ne vont pas bien, Oui. les anciennes, et puis il faut acheter les jeunes, etc. La querelle des anciens et des Donc, modernes. j'aimerais juste resituer tout ça, déjà pour une bonne compréhension. En fait, on vient d'avoir un choc. C'est-à-dire que pendant 60 ans, l'économie a demandé des bureaux, et les SCPI, comme d'autres acteurs, en ont fourni. Et d'un seul coup, un fusil terrible a tiré 4 coups, si je puis dire, le Covid, le télétravail, le digital, maintenant l'IA. Et donc, il y a une sorte de changement, comme il y en a 1 ou 2 par siècle, avec moins de besoins de bureaux. Un changement de paradigme, on dirait? C'est peut-être un grand mot, en tout cas un changement de société, un changement de mode de fonctionnement économique, ça c'est sûr. Alors, par rapport à ça, il faut se resituer dans le long terme. Et ce qui est intéressant, alors je vais reprendre les chiffres de l'IEIF, vous savez que l'association des SCPI, la SPIM, Oui. fête ses 50 ans dans quelques jours. Donc, j'ai demandé à l'IEIF de me fournir les chiffres et les performances de tous les placements sur 50 ans. Sur 50 ans, d'accord. Ouais. Un demi-siècle. Pourquoi? Parce que si on prend ne serait-ce que les SCPI, d'abord, si on commence en 74, il y a une crise des bureaux terrible. Toute la fin des années 70 et encore le début des années 80. Il y a eu la très grande crise immobilière des années 90, qui a été vraiment un séisme épouvantable. Oui. Et puis l'éclatement de la bulle Internet, qui de nouveau a beaucoup pénalisé les bureaux. 2001-2002. Et puis maintenant, il y a la crise d'aujourd'hui. Alors, de 74 à 2024, en fait, les SCPI ont donné 10,4% de performance annuelle moyenne en prenant à la fois le capital et le revenu, mais en retirant les frais. D'accord. On Donc, a hors bien frais, tenu compte des 10%. frais. Oui, oui. Peut-être on Pas mal. peut Non. préciser que c'est hors fiscalité. Tout à fait, tout à fait. Donc la fiscalité, elle vient s'impacter sur la fiscalité de la personne physique. Bien sûr, mais après, bon, comme ça dépend de chacun et de son patrimoine. Et puis après, tout dépend revenu. comment on les a achetés, si c'est à crédit, si c'est en nue propriété. Donc, en tout cas, si c'est- 10%, ça c'est la 10, moyenne sur voilà. 50 ans. Pendant ce temps-là, les actions ont fait 12%. Alors, je rappelle que l'inflation sur la période a fait 3,5%. Alors, pourquoi 3,5%? Parce que depuis le début des années 2000, on est en dessous de 2%, mais avant, on était beaucoup plus élevé. D'accord. Donc, elles ont fait beaucoup plus que l'inflation. Donc, finalement, elles ont très bien traversé le temps. Et le problème, et c'est là que je voulais faire une petite mise au point, mais j'imagine que Jonathan pourra compléter, c'est qu'aujourd'hui, on regarde à un instant T un peloton qui est dans la côte et donc qui est en train de s'étirer. Donc, il y a des CPI qui sont très en retard, il y en a d'autres qui sont en avance, et puis on sait très bien que quand on arrivera dans les descentes, le peloton se retrouvera. Et donc, il y a un effet distorsion de l'actualité par rapport au placement long terme tel qu'il peut fonctionner. Voilà, je voulais prendre cette précaution. D'accord, donc on a dézoomé effectivement sur 50 ans. Bon, on était tout petit quand ça a démarré, cette histoire, Jonathan. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on rezoome là sur l'actualité, on a, je le disais, la querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire énormément de SCPI. Vous les aviez listés, qui se sont créés, qui continuent à se créer, peut-être pour faire passer la pilule sur un fonds de stock finalement qui va pas si bien que ça, et surtout qui collecte absolument plus. Je crois qu'il y a une concentration aujourd'hui de la collecte qui se fait sur une demi-douzaine de SCPI. Oui, clairement. Alors, c'est vrai que le ancien contre nouveau, c'est important de bien avoir en tête qu'une société de gestion, on va dire ancienne, qui a des fonds anciens, elle a Oui. des pratiques, elle a des bureaux pan-européens. Il faut quand même regarder de façon précise quand on investit dans une toute jeune SCPI qui va ouvrir 3, 4, 5, 6 pays en une année, 2 ans, c'est pas possible techniquement. C'est impossible. Pour bien faire son job, il faut prendre le temps d'avoir un bureau dans chaque pays. Donc voilà, c'est pas. Il y a clairement une dichotomie entre les anciennes et les nouvelles. Maintenant, sur le marché en tant que tel, c'est vrai que pour un épargnant qui a des objectifs de patrimoine, revenus complémentaires, préparation de la retraite, capitalisation, transmission, etc., pendant, on va dire, entre 2010 et 2022-2023, il a été habitué à n'avoir qu'un seul marché. Il y avait un marché uniforme de la SCPI. Ouais. Et là, on passe à des marchés de la SCPI. Et c'est très important d'avoir ce point en tête. Donc forcément, il y a des SCPI qui vont très bien, qui performent, qui achètent des bons actifs. Il y en a qui végètent et puis il y en a qui détruisent de la valeur. Et j'allais dire, dans un marché, quel qu'il soit, que ce soit un marché action, on a plusieurs marchés.
Ouais. Et C'est la vie des entreprises, de toute façon, des boîtes. Des boîtes, et puis quand on investit son argent, voilà, d'avoir plusieurs marchés. Et en fait, on est un peu déstabilisé parce qu'on a connu 15 ans très pépère où finalement le rendement il était à 4,5, il y avait 0,5 de revalorisation chaque année sur le capital. Voilà. Donc l'épargnant qui a un objectif, c'est un peu compliqué pour lui de s'y retrouver. Ouais, c'est vrai que c'était un objet un peu poussiéreux, un peu vieilleux, on n'en parlait pas. Et puis, quand les taux se sont effondrés, on s'est dit, mais il y a quand même ce truc-là qui fait 4, 5, 6% par an. C'est plutôt pas mal d'en avoir. Et puis, vous l'avez dit, effectivement, les chocs qui sont arrivés les uns après les autres. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va un petit peu mieux. C'est-à-dire que, voilà, il y a toujours une périphérie de bureaux, notamment parisiens, qui est en souffrance. Là, oui, voilà, destruction de valeur, comme disait Jonathan. Mais il y a aussi, aujourd'hui, cette valeur verte qui arrive et qui recompose un petit peu. Alors, les gens nous disent, notamment dans les créations de SCPI, voilà, on est opportuniste, on va aller en Europe parce qu'il y a de la fiscalité plus intéressante, notamment en Allemagne. Bref, on a l'impression que voilà, il y a un mieux quand même par rapport à ces 2 années annus horribilis qu'on a connues, Guy Marty. Alors, c'est vrai que le climat est meilleur. Pourquoi? Déjà parce que le secteur se renouvelle. Comme après chaque crise, il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent et qui font vivre le secteur, qui le font partir. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ça ne facilite pas le travail de professionnels comme Jonathan qui doivent sélectionner des CPI. Pourquoi? Parce que quand on regarde une performance, ce qu'on voit, c'est le résultat d'un travail passé. Et aujourd'hui, quand on veut investir, quelle sera la performance future? C'est ça qui est intéressant. Donc, quel est le travail d'aujourd'hui? Or, aujourd'hui, c'est assez difficile à lire. Pourquoi? Parce que, comme les conditions du marché sont terribles, l'acheteur est roi. Oui. Donc, c'est facile, aujourd'hui, pour une nouvelle SCPI, d'acheter moins cher, avec un rendement plus élevé. La question, c'est est-ce que cette nouvelle SCPI, elle achète comme avant? Ou est-ce qu'elle essaye de basculer vers l'avenir? Alors, l'une des façons de basculer vers l'avenir, c'est effectivement le vert. Une autre, c'est peut-être les locaux plus réversibles, etc., etc. Ou des nouvelles classes d'actifs. On entend parler data center, logistique, qui cartonne toujours, parce qu'on sait que c'est l'avenir. Et puis, on peut même se dire qu'à un moment donné, les SCPI pourront devenir des SCPI infrastructures. C'est-à-dire qu'elles investissent dans des infrastructures, dans des ponts, dans des éoliennes, dans des objets finalement qui sont de très grande taille, qui aujourd'hui sont réservés quelque part au fonds institutionnel. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que, alors là on parle des classes d'actifs, mais la SCPI, ça répond à des objectifs de patrimoine qui sont finalement les objectifs de tout le monde. Et nous, on a souvent des questions de nos clients, qui sont des clients qui pensent que l'immobilier n'est réservé qu'aux riches. Là, souvent, moi, je prends l'exemple d'un client qui me dit « Moi, j'ai toujours pensé que l'investissement immobilier, c'était pour les riches. Avec un salaire normal, on ne peut pas acheter. » C'est pas vrai. Ça, c'est une idée qui est complètement reçue. Commencer une poche qui va rémunérer, puisqu'il y a un versement. Tiens, justement, un mot sur la liquidité qui inquiète parfois les épargnants. On a vu qu'elle a pu s'assécher, cette liquidité, en période de crise. Les fonds, comme les fonds actions, des fois, se ferment, ne distribuent plus. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a plusieurs marchés. J'allais dire, on va prendre l'exemple d'une épargnante qui a envie de placer chaque mois de côté. Oui. Là, j'ai une professeure, Sophie, qui a 45 ans. Un cas réel, alors. Un cas réel, voilà. Elle veut avoir des revenus complémentaires. Elle est allée sur Info Retraite pour regarder l'estimation de sa retraite. Oui. Il en manque. Il en manque. Donc, comment on fait pour avoir 250 € par mois supplémentaires, net de toute fiscalité, hein. Ouais. Il faut arriver à peu près à 100 000 € de placement. Parce que la fiscalité, j'allais dire, des revenus en France et des revenus fonciers est assez matraquée. Elle va pouvoir mettre en place des versements programmés, 100 € par mois sur 20 ans. Et elle va, a priori, à peu près arriver à son objectif. Donc, vous voyez, en versement programmé. En versement programmé avec les intérêts composés. Avec les intérêts composés, avec les réinvestissements des dividendes. Et aujourd'hui, personne ne l'a dit, mais je suis très heureux de le dire sur votre plateau, les seules SCPI qui n'ont pas de problème de liquidité, ce sont celles qui ont mis en place les versements programmés, les réinvestissements des dividendes, de façon, facile et pas avec des usines à gaz. Hein, parce qu'il y a une société de gestion qui l'a fait avec une usine à gaz, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, on va dire que toutes celles qui ont préparé l'avenir, finalement... pas de problème de liquidité. Ouais. Donc on arrive et en fait, aujourd'hui, le problème de liquidité, il pourrait être résolu de façon un peu violente pour certains fonds qui sont à capital variable, qui devraient passer à capital fixe, selon moi. Voilà. Ouais. Et au moins, ça purgerait le problème et on purgerait le passé. Mais en France, on a toujours un peu du mal, on laisse traîner les sujets. Alors, perspective... Je vais juste compléter ce que dit Jonathan. Bon, tout à fait d'accord. Hein. Mais en plus, il y a le fait qu'on veut que les placements soient liquides, parce que de temps en temps, on a besoin d'argent. Or, le problème, c'est que si on veut une liquidité absolue, on va en bourse. Ben, bien sûr. C'est pour ça qu'elle est faite. Or là, on est dans l'immobilier.
qui, par définition, n'est pas instantanément liquide. Bien sûr. Donc, il faut prendre des précautions. Alors, il y a les précautions que Jonathan a expliquées. Il y a une autre précaution qui consiste à avoir plusieurs SCPI dans son patrimoine. Et il y a une autre précaution qui consiste à, quand on structure son patrimoine, à s'assurer que les placements non liquides ne sont pas ceux dont on a besoin tout de suite, quoi. Bien sûr. Et typiquement, là, avec le livret A, la baisse du livret A au 1er août, où on entend tous les youtubeurs « Ah, tu vas pas laisser ton argent sur le livret A, ça sert à rien, etc. etc. » C'est une hérésie de dire ça. Oui, c'est une hérésie. Liquide. Parce qu'en fait, c'est de l'argent qui a un objectif. Cet objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir répondre aux objectifs de patrimoine si jamais vous avez un coup dur. Donc, laisser son argent sur le livret A, ce n'est pas idiot. Laisser trop d'argent sur le livret A, oui, on peut peut-être faire autre chose. Mais la question, c'est de savoir de combien vous avez besoin chaque mois pour vivre. Vous multipliez ce montant-là par 6. Voilà. Moi, en tant que chef d'entreprise, c'est par 12. Parce que voilà, quand on est chef d'entreprise, il y a plus de risques. Mais quand on est salarié, on multiplie ses revenus nets par 6. Et ça permet d'avoir un montant de combien on a besoin. Et ce montant-là, on le laisse sur un livret A. Le matelas de côté. Le matelas de côté. Et c'est une bonne chose d'avoir un livret A. Tout à fait. Voilà, et puis ces SCPI, on le rappelle, c'est vrai que pour constituer un complément de retraite, les performances sont là, en tout cas sur des très longues périodes, on le voit. Pour trier le bon grain de livret, on renvoie évidemment à vos sites, messieurs, vertpapier.fr qui étudie l'actualité des SCPI. Meilleurs SCPI pour connaître quel est le classement. Et voilà, si vous avez besoin d'allocation, il y a tout un tas d'outils. Merci à vous, nos deux spécialistes sur la pierre papier, Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr, Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Dans un instant, la suite de Smart Patrimoine. Et tout de suite dans Smart Patrimoine, l'œil de l'expert, on va s'intéresser à un impôt inédit, ou une contribution plutôt, une contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR. Et pour nous en parler, en plateau avec nous, Guillaume Essette est là. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes directeur associé du cabinet Gfineo. Et avec vous, on s'intéresse donc à cette CDHR. De quoi s'agit-il et qui est concerné ? Alors en fait, il s'agit d'un nouvel impôt qui a comme objectif de s'assurer que les hauts revenus payent au moins 20% en taux moyen d'imposition sur leurs revenus. On en est loin aujourd'hui. Pour certains, on en est loin. En fait, cette contribution, elle touche essentiellement les chefs d'entreprise qui se versent des gros dividendes Oui. ou les contribuables qui réalisent des plus-values importantes. Alors, gros dividende, c'est quoi ? C'est plus de 250 000 euros de revenus tout compris, dividendes compris, pour une personne seule ou 500 000 euros pour un couple. Attention, c'est tout compris, donc y compris les revenus immobiliers, les rémunérations diverses et variées et même les plus-values. D'accord. Là où on serait, c'est vrai, un taux moyen d'imposition dans les plus hautes tranches, donc au-delà de 40%, là finalement ces revenus dividendes, c'est la flat tax qui est là, 30%. Ouais, alors en fait, où ils arrivent à optimiser encore. Il y a une subtilité, c'est que c'est 20% sans compter les prélèvements sociaux qui sont à 17,2%. Donc la flat tax, en réalité, au titre de l'impôt sur le revenu, elle est à 12,8%. Un contribuable qui se verserait des dividendes importants a l'habitude de payer 12,8%. Eh bien, cette année, il payera jusqu'à 20%. Ouais. Donc on n'est pas à 30% à la flat tax, mais on est quand même sur une cote moyenne. On approche des 37 en comptant les prélèvements sociaux. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette conversation puisqu'on est en plein débat sur la taxe Zuckman. Alors, c'est des très très hauts patrimoines, ça correspond à 1500, 1800 ménages en France. Néanmoins, là, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être inquiets, est-ce que c'est sûr qu'on va avoir cette taxe, cette contribution, pardon, puisqu'on sait que tout est en train de changer en cette rentrée politique agitée? Alors, ça a été publié au journal officiel au premier semestre, et sauf si le prochain gouvernement décide de baisser l'imposition des hauts revenus, ce qui paraît franchement peu probable, cette taxe, elle sera bien à déclarer et payer cette année. Alors justement, comment on déclare? Est-ce que c'est à faire avant la fin de l'année, avant le 31 décembre? Oui, c'est la grosse originalité et le côté un peu piégeux de cette taxe, c'est que les contribuables concernés doivent s'auto-détecter, s'auto-déclarer le 15 décembre au plus tard et payer 95% de la taxe le 15 décembre au plus tard. Très bien. Les sanctions, on en parle, au cas où on oublierait. Les sanctions, c'est très simple, c'est 20% de l'impôt qui aurait été dû et qui n'a pas été déclaré ou payé à bonne date. Les contribuables se feront facilement rattraper par le fisc lorsqu'ils déclareront leurs impôts en mai 2026. Oui, alors si les chefs d'entreprise qui sont au boulot ne nous entendent pas, en tout cas leur conseiller en gestion de patrimoine peut être là et les rappeler. Comment ils peuvent s'y préparer, les conseillers en gestion de patrimoine?
Alors la première chose, c'est d'identifier parmi ses clients ceux qui sont concernés, Oui. pour avoir le temps de préparer avec eux les bonnes stratégies, puisqu'il peut y avoir quelques ajustements à faire en prévision, et surtout les assister dans leur autodéclaration en décembre. Nous, de notre côté, on a mis en place un site dédié, ouvert à tous, qui s'appelle cdhr.xyz, avec un simulateur. Mais en fait, là où il faut vraiment faire attention, c'est que certaines réductions d'impôts et autres défiscalisations sont plus pertinentes que jamais. Oui. Je pense au déficit foncier, par exemple, aux cotisations Madelin, alors que d'autres réductions d'impôts sont contre-productives, comme les réductions pour emploi à domicile ou les réductions pour dons aux associations, qui viennent réduire le taux moyen d'imposition et donc mécaniquement augmenter la CDHR. D'accord. Donc, stratégie patrimoniale, vous dites, ça ressemble plutôt quand même, déficit immobilier, à des choses à faire sur le long terme. Est-ce que c'est pas un peu juste pour cette année? Est-ce qu'il faut déjà réfléchir à l'année prochaine? Alors, il y a deux sujets. Il y a, est-ce que ça sera reconduit l'année prochaine? Peut-être, comme beaucoup de taxes exceptionnelles, elles risquent de L'État a l'être. besoin d'argent quand même, hein. Et le deuxième, comment on s'organise à court terme? Pour cette année, il faut déjà maîtriser le montant des dividendes qu'on reçoit et des plus-values qu'on réalise. Pour cela, peut-être qu'il faut, d'ici la fin de l'année, si ce n'est déjà fait, monter des holdings qui permettent de percevoir des dividendes ou des plus-values sans que ça n'apparaisse sur la fiche d'impôt sur le revenu. Ensuite, pour le plus long terme, en effet, on peut réfléchir à des stratégies plus structurantes. Bon, en tout cas, attention, pour ceux qui se versent donc plus-value et dividendes compris supérieurs à 250 000 euros, 500 000 euros pour un couple, il est temps d'aller consulter votre conseiller en gestion de patrimoine. Guillaume Essette, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet Gfineo. À très bientôt sur Smart Patrimoine. Cette édition, justement, se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.